Merci de choisir Espace TV, mais également Radio Espace et bienvenue dans votre émission, le Before GG. Before GG, vous le savez, c'est tous les vendredis avec toute l'équipe qui se mobilise pour vous servir. Et pour ce 19 avril 2024, nous nous sommes encore retrouvés pour nous mettre à votre service. La journaliste Aminata Conté, prétendue compagne de l'ancien ministre de la Justice, et son médecin Alphonse Camara sont libres depuis hier soir. Contrairement à beaucoup d'autres dossiers, la décision de mise en liberté de Aminata Conté et le médecin Alphonse Camara a été immédiatement exécutée. La journaliste et le médecin ont été libérés sous condition, le temps pour la procédure de suivre son cours normal. Présumée violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel à travers la production, la diffusion, la mise à disposition des données personnelles, mais aussi d'avortement sont les faits retenus contre Aminata Conté. Nous en parlons avec Maître Ouleyma Touba et les membres du pool d'avocats de Aminata Conté. Médias brouillés en Guinée, l'agacement semble atteindre son paroxysme. En tout cas, les associations de presse n'en peuvent plus. En réunion ce jeudi pour s'échanger les idées sur la mesure à prendre, ces professionnels sont arrivés à la conclusion de la nécessité de parler de vive voix avec le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République. Que compte-t-il donc lui apprendre? Qu'il ne sache pas de la situation des médias? Si tout va bien, nous aurons Aboubakar Kamara. Il est le président de l'ULTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Chapeauté par le ministère de la promotion féminine, de l'enfance, des personnes vulnérables, les journées nationales de concertation ont été lancées ce jeudi 18 avril 2024 par le gouvernement guinéen. Au-delà des préjugés, le social au service du développement, c'est sur ce thème que les travaux ont été lancés, se poursuivront jusqu'au 20 avril, c'est-à-dire demain samedi. Nous aurons également la chef de cabinet dans cette émission, le Before Grande Gueule pour votre plaisir. Et avec les chroniqueurs qui sont encore mobilisés ce matin, au grand complet, il le dit souvent, Djiba Milimouno. Alphonse Mara, bonjour et merci d'être ce matin matinal, parce que tu n'en as pas l'habitude. Et Seigneur, quand en fait il se débrouille tous les jours pour me tirer dessus, mais bon, je ne l'en veux pas, c'est un cognac. Bonjour Daouda. Je suis tellement fier. En fait, tu n'as pas le choix. Si tes oncles apprennent le contraire ici, on te convoquera au village. Je suis tellement fier d'être Konya. Je sais. Bien. En fait, tu n'as pas le choix. Les autres t'attendent au village. Bonjour Alphonse. Bonjour Daouda. Bonjour à tous. J'ai envie de lancer un bonjour ce matin encore à nos différents commissaires à la Hague pour leur dire qu'on nous a demandé de mettre la balle à terre, mais c'était sans compter qu'il y avait la hache en l'air. La hache de la Hague continue de trancher des têtes qui étaient sur une liste, la blacklist du gouvernement, qui est devenue finalement la blacklist de la Hague. Des journalistes assez peu coopératifs à leurs yeux, qui sont peu à peu en train d'être retirés des studios. Latif et son site, Babila et son site, Marwan pour une bonne période. Non, 6 mois, il faut le dire clairement. Justement, 6 mois, hein? C'est une demi-année. Latif a écopé d'une saison entière, 9 mois. Donc j'ai envie de dire ce matin que la HAC nous a demandé de jouer balle à terre, mais on ne savait pas qu'ils venaient avec des haches sur le même terrain que nous, en fait. Bien, oui, vous savez quand même ce qu'on appelle la censure, c'est ce petit animal, si on peut l'appeler, qui s'accroche à votre peau. Vous pensez, vous sentez de la douceur, mais pendant ce temps, il est en train de vous pénétrer, de vous sucer. Et voilà, c'est un peu ce que la HAC fait. Quand vous êtes ensemble, on vous flatte, on vous dit, ben, vous faites bien votre travail, vous faites ceci, et voilà. Nous sommes vraiment de cœur avec vous, mais après, quand il s'agit de prendre des décisions, même les plus illégitimes et illégales, et voilà. Ils y vont, et souvent ils se prennent le mur parce que pour une première sanction, pour quelqu'un qui n'a pas été averti, pour quelqu'un qui n'a pas déjà écopé de sanctions, 6 mois, c'est une demi-année pour la personne et l'ensemble de son média.
c'est quand même trop cruel. Bien, c'est quand même trop cruel. Caps, bonjour, le coach Caps, bonjour. Bonjour, monsieur le président Daouda Mohamed Kamara, et bonjour à tous. Ne me demandez pas il est président d'où et pourquoi il est, parce que je ne vous dirai pas, parce qu'on ne veut pas de problème ce matin. Mais de passage, Daouda Mohamed, je voulais quand même exprimer aujourd'hui toute ma compassion et mes encouragements à Mamoudou Babila Keïta, qui est un collègue et comme, pour le dire, j'occupe sa place ce matin. Je suis assis à sa place, mais je ne pourrais pas supporter le chapeau, son chapeau à lui. Et je sais qu'il est mentalement très fort et il a des valeurs qu'il incarne. Il s'est engagé pour permettre l'édification du peuple, pour défendre la vérité, de dire ce qui est. Et aujourd'hui, si on te sanctionne parce que tu as fait ton travail, et l'opinion a compris à travers l'émission d'hier des Grandes Gueules qu'il a été professionnel dans son travail, et on a eu un expert en charge des marchés publics qui a eu à partager justement c'était quoi les procédures de façon globale de passation des marchés publics, et pour dire qu'effectivement ce journaliste ne s'est limité, son seul crime aurait été du fait de décrire exclusivement que les faits. Il a décrit des faits comme un journaliste qui va sur le terrain, qui prend de l'information et qui vient informer justement l'opinion sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils sont allés un peu plus vite en besogne, ils auraient attendu ses commentaires ou sa position après son analyse, son décryptage. Ça, c'est sans comprendre, je vais dire, le calendrier des autorités de la transition. Exactement, justement. Voilà. Exactement. Et donc, ils sont allés très vite en besogne. Je pense que ça a permis aujourd'hui, encore une fois, à l'opinion publique de comprendre ce qui en est. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, au-delà du fait que la HAC est là pour réguler ces médias-là, il ne faudrait pas que la HAC se penche d'un seul côté. En tout cas, c'est ce qu'on fait penser à l'opinion publique, que la HAC n'est finalement présente que justement au service de l'État pour taper sur les journalistes, sans oublier également qu'ils doivent être là aussi pour défendre les journalistes quant à tout ce que les journalistes sont aujourd'hui en train de traverser. Donc j'ose croire en tout cas qu'au-dessus de la HAC se trouve une autre cour qu'on appelle la Cour suprême. Se trouve le diable. Exactement. Il faut dire qu'au-dessus de la HAC, il y a le diable. Donc la HAC a signé le pacte avec le diable. Maintenant. Et voilà, c'est sans complaisance. Je veux simplement aller au-delà de ça pour dire que c'est vrai qu'il y a des voies de recours. Et aujourd'hui, c'est qu'il faut demander à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sentent que le droit n'a pas été dit, la vérité n'a véritablement pas été dite, de saisir ces juridictions ou ces instances, notamment la Cour suprême, qui aussi peut statuer sur ces dossiers-là pour permettre justement, parce que je sais qu'il y a des gens, encore une fois, se trouvant, quoi qu'on dise, quelles que soient les réalités qu'on voit aujourd'hui, la situation qu'on peut décrire aujourd'hui, le manque de confiance que les gens peuvent de plus en plus avoir vis-à-vis de cette justice guinéenne qui était censée être la boussole qui devait conduire cette transition-là, il existe encore des hommes et des femmes intègres qui ont encore peur de Dieu en Guinée ici et qui défendent le droit, qui ont des convictions fortes, des valeurs morales, qui peuvent défendre le droit, qui peuvent oser dire la vérité et faire valoir la loi, qui peut finalement débouter simplement cette hack-là et permettre justement à notre camarade Mamoudou Babila Keïta et tous les autres qui sont aujourd'hui à qui on crée du tort de revenir et de continuer leur travail. Parce que ce qui m'agace, ce qui me fatigue beaucoup plus dans ça, c'est sans oublier que je suis allé voir le site, le local de Inquisiteur, où il a fait un véritable investissement, un très grand investissement. Comment il va payer le loyer pendant ce temps? Exactement. Et finalement, et ne pas oublier également qu'il y a des travailleurs qui s'y trouvent. Également, ce sont des familles qui seront peinées. Je pense qu'ils sont allés très dur avec lui, sans oublier également, parce que c'est ce qu'il faut se dire, sans oublier que Mamoudou Babila Keïta était également sur un dossier d'enquête qui concernait la HAC. Y compris la HAC, parce que tous les départements ministériels sont dans le viseur. Mais c'est de dire qu'ils ont peut-être fait taire Babila, ils ne pourront pas faire taire tous les journalistes, et même si ça se faisait, d'autres naîtront, d'autres viendront, parce que cette lutte-là, on ne peut pas arrêter le soleil ou la mer avec ses bras. Bien, on réussit peut-être à faire taire Babila pour un petit temps, mais on ne réussira jamais à faire taire la vérité. Elle va surgir un jour ou l'autre. Je prends tout ce temps pour te permettre de souffler parce que je sais que depuis 4 heures du matin, tu es à l'antenne. Alors j'espère que tu as soufflé un peu. Alassane Sakou, bonjour. Bonjour Daouda, bonjour à tous. Parce que, oui, Madame So et toi également, vous me disiez que je suis victime de moi-même. Alors, il le fait
mais moi je ne suis pas lui. Justement, je vous le fais savoir. Je ne suis pas lui. Et merci beaucoup. Mais tu voudrais bien être comme lui. Pas faire comme ce qu'il a fait. Ah ben, Je vais avoir un autre chemin. Parce que les gens vont se demander, lui c'est qui? C'est Lamine Guirassy. Oui. Alors Daouda, j'ai envie de dire un bonjour particulier à la RAC ce matin, parce que cette décision, pas que pour Babila, on parle de 6 mois, mais pour tous les journalistes, pour tous les sites, pour tous les médias qui ont fait l'objet de sanctions de la part de la RAC, moi aussi, je me dis aujourd'hui, et je vous le dis, que la RAC a fait de l'excès. De l'excès dans ses décisions, a pris des décisions sans pour autant... C'est comme si la RAC se prenait pour une cour, pour un tribunal, pour juger que les journalistes... Ce n'est pas une décision de la RAC. Hein. La RAC permets-moi d'aller... La décision venue du gouvernement. Comment je comprends? La RAC n'a pas été honnête depuis le départ. Dans le cadre du brouillage des médias, la RAC nous a dit clairement que c'est un fait des autorités de la place. Quelle autorité? La RAC n'a pas été... La RAC n'a pas été responsable en nous donnant ce ne serait-ce que cette autorité-là qui demande à décrocher les télévisions sous les bouquets. Qui demande à brouiller les ondes. La RAC n'a pas été capable de cela. Mais bien au-delà, les associations de presse et de médias ont fait des démarches depuis... On va en parler tout à l'heure. Mais ce qui me désole le plus, qu'on prête attention à des vicieux du pouvoir qui pensent que, aujourd'hui, parce que ceux qui portent plainte au niveau de la RAC sont intelligents. Bien. Ils ne peuvent pas porter ces mêmes affaires-là au niveau de la justice. Parce Merci que Alassane. On aura tout le temps tout à l'heure de revenir de long en large sur cette question, parce que quand on va aborder tout à l'heure la question réelle de la réunion des associations de presse hier qui veulent aujourd'hui rencontrer le président de la République pour lui parler de vive voix de la situation aujourd'hui que traversent les médias. On en parle tout à l'heure, mais avant, nous allons faire d'autres tours et c'est juste après cette virgule. Dernier virage, dernière partie de Before GG pour ce 19 avril 2024. Merci de votre fidélité, restez avec nous et nous poursuivons l'émission. Et comme je l'annonçais d'ailleurs, médias brouillés en Guinée, l'agacement semble atteindre son paroxysme. En tout cas, les associations de presse n'en peuvent plus. En réunion ce jeudi pour s'échanger les idées sur les mesures à prendre, ces professionnels sont arrivés à la conclusion de la nécessité de parler de vive voix avec le président de la transition afin de lui présenter la situation. Mais que compte-t-il en réalité apprendre à Mamadi Doumbouya sur la situation des médias qu'il ne sache pas aujourd'hui? On pose la question tout à l'heure à Aboubacar Kamara. Il est le président de l'Ultergui. Et après, derrière, nous reviendrons également sur d'autres actualités qui touchent cette corporation. Mais nous irons également en Angola. Il a la volonté d'un jeune Guinéen et de mettre ensemble des jeunes Angolais et étrangers pour une intégration meilleure, mais également pour permettre une cohabitation entre les jeunes Angolais et les étrangers, les jeunes étrangers, mais également pour le développement de la localité. On ira en Angola vers la dernière partie pour parler de cette actualité. Et je commence avec vous et Alassane Sako. Le temps pour Mohamed Kamara de joindre Aboubacar Kamara de l'Ultergui. Nous allons partir avec vous et on a comme l'impression aujourd'hui qu'on a usé de toutes... en tout cas, on a tapé à toutes les portes. Il faut, à la fin, il faut aller parler de vive voix avec celui qui aujourd'hui tient les destinées du pays. C'est bien le général de corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya. Bon, j'ai envie de dire le général de corps d'armée, le colonel Mamadi Doumbouya. Et il faut actualiser alors tes informations par rapport... on va dire à la présidence, tout simplement. Il ne faut pas te torturer. Ce que tu dis, peut-être on peut tenter de dire que ceux-là qui, depuis le départ de ces
on dirait, ces désaccords avec la presse et les autorités de la transition, ceux qui ont, dès le départ, commencé à dire que nos problèmes viendraient de la présence. Et avec cette sortie des associations de presse de Guinée, on peut aisément... Qui est mieux pour nous dire qu'est-ce qu'il compte porter à l'attention du président de la transition, en tout cas concernant cette situation des médias qu'il ne sait pas encore, et vous le dites bien. Nous avons déjà en ligne Aboubacar Camara. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Vous étiez en pourparlers hier. Pour vous diriger désormais, vous pensez que la meilleure porte désormais, c'est d'être autour de la table avec le président lui-même. Oui, Alphonse Mara, pour la première question. La première question, de quoi émane cette décision ou qu'est-ce qui motive cette décision d'aller voir le président de la République pendant que le Premier ministre Bahouri est dans une démarche de porte ouverte à l'endroit de la presse plutôt? Oui, c'est une démarche, écoutez, c'est une démarche de complémentarité. Nous l'avons dit au sortir de la rencontre, que d'abord nous saluons tous les efforts qui sont en train d'être fournis par toutes les bonnes volontés, par toutes, notamment la primature, à l'occurrence M. Bahouri. Vous avez les facilitatrices de la République. Vous avez également les prélats, Monseigneur Vincent Koulibaly, le premier imam Mohamed Saleh Camara. Vous avez également le CNT qui nous a avec une vingtaine de conseillers quand même. Donc au-delà de tout ce qui est en train d'être fait, nous disons aujourd'hui, c'est quand même, nous avons fait 5 mois. Nous sommes maintenant vers le 6e mois dans cette crise. Et vous voyez, les conséquences sont en train d'en découler. Nous avons aujourd'hui perdu près de 500 emplois. Des journalistes aujourd'hui, mais aussi des techniciens et d'autres personnes qui aujourd'hui sont dans un chômage forcé. Donc, à ce niveau, nous nous sommes dit, d'un côté, nous avons une date qu'on appelle le 3 mai, qui est quand même la journée internationale de la liberté de la presse. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Monsieur Camara, il y a votre voix qui s'altère là et qui s'entrecoupe. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous déplacer un peu pour que nos auditeurs et téléspectateurs puissent mieux vous entendre? Dans cette dynamique, nous avons engagé des démarches avec la primature. Dans ce cadre, ils ont été adressés non seulement à la a pris en mars. Nous sommes tous en train de œuvrer. Monsieur Camara? Monsieur Camara? Je crois qu'on va le rappeler. Mohamed Camara, on va le rappeler pour que nous ayons la possibilité, dites-lui en même temps, de voir un peu sa position afin d'être plus audible à l'antenne. Oui, Caps, c'est quand même... en tout cas, c'est pourquoi j'ai posé la question. Qu'est-ce qu'on voudrait porter à la connaissance aujourd'hui du président de la transition, qu'il ne sache pas déjà de la situation des médias en Guinée? Il y a quand même un élément qu'il faut rappeler qui est très important. On a vu certains cadres de la République, justement par rapport à cette situation des médias-là, qui sont sortis dire « j'attends qu'ils me saisissent ». J'attends qu'ils viennent me voir, porter la situation à ma connaissance, pendant qu'ils savent, pour ne pas être victime de la même chose, pour ne pas attendre un jour qu'on dise « mais vous n'êtes jamais venu me voir ». Donc il faut voir toutes les parties, justement, qui peuvent contribuer à résoudre ce problème-là. On dit que le président, il peut être le dernier recours, c'est le père de la nation. Quand les associations de presse veulent se diriger vers le président, ça veut simplement dire qu'ils ont frappé à toutes les portes et qu'ils sont venus à une seule conclusion, que l'unique et la seule personne qui peut résoudre ce problème-là, ça vient de lui. Et si c'est un manque de volonté de sa part, ils veulent le constater venant de lui. Mais pour l'heure, il serait prématuré de le dire.
Il faut rappeler que les facilitatrices ont déjà été rencontrées par rapport à ce sujet-là. Elles ont promis de revenir vers justement les associations de presse, mais il n'y a pas eu de suite parce qu'elles ont démissionné elles-mêmes du rôle de facilitatrice. Les religieux ont été rencontrés. Les religieux également ont promis de revenir aux associations de presse. Et jusqu'à présent, on attend leur retour. J'aimerais bien poser cette question-là de savoir, est-ce qu'on a pu avoir leur retour? Parce que c'est à leur rencontre qu'il avait été demandé aux associations de presse de proposer une fiche technique de résolution justement de ces problèmes-là pour pouvoir arriver à une solution qui puisse être trouvée. Et je pense que parmi les solutions, il avait été proposé à ce moment-là de mettre en place au sein des médias privés une autorité ou si vous voulez un organe de régulation justement des médias privés. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé, mais ça s'inscrivait d'autorégulation, exactement, qui s'inscrivait dans cette logique. Ça existe déjà, mais c'était juste dormant. Cette fiche technique a donc été transmise auprès de ces religieux-là, mais on attend leur retour. L'ancien Premier ministre Bernard Gomou avait été rencontré par rapport à la situation. L'actuel Premier ministre également a été rencontré par rapport à cette situation. Le CNT a été rencontré. Quand toutes ces voies-là n'ont pas marché, il reste un dernier recours. Il ne faut pas l'occulter, qu'il soit averti, qu'il ne soit pas averti, c'est pas ce qui compte pour nous. Il faut venir le voir, l'exposer la situation et constater ces faits-là par sa volonté ou son manque de volonté s'il n'y a rien qui puisse en découler. Et je pense qu'il est important de le rencontrer. Mohamed qui se bat pour avoir à nouveau Aboubacar Camara, le président de l'Ultelgui. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec parce qu'aujourd'hui tout est possible avec la téléphonie, avec les réseaux. Oui, Alphonse Amara. Moi j'ai envie de dire, quand CAF dit que le président est le dernier recours, c'est certainement vrai, mais il y a aujourd'hui deux instances qui n'ont pas encore été rencontrées. C'est ceux qui nous ont plongés dans cette crise-là. Le Conseil de sécurité, le Conseil national de sécurité. Parce que c'est eux qui décident du degré... supérieur de l'armée. Non, il y a le Conseil national de sécurité. Ce conseil, c'est eux qui déterminent le degré de sécurité dans lequel se trouve le pays. Et c'est eux qui... le magma de généraux, d'anciens généraux. Justement. Ce conseil, c'est eux qui déterminent le niveau de sécurité... Dont est membre Madifi Ndiané, je crois. Et plusieurs autres anciens officiers. Ce conseil-là, c'est eux qui déterminent le niveau de sécurité dans lequel se trouve notre pays. Est-ce qu'on est menacé? Est-ce que la sécurité se porte bien? Est-ce qu'il y a des alertes à élever à tel niveau? Ce conseil de sécurité n'a pas encore été rencontré. Je ne sais pas où il se réunit ou où on peut les adresser un courrier, mais il serait intéressant de pouvoir les rencontrer parce que c'est eux qui ont quand même déclaré ou annoncé... Bien, on l'a enfin, Aboubacar Camara. Oui, monsieur Camara, vous êtes de retour. Alors, vous étiez en train de développer aujourd'hui un peu les motivations aujourd'hui de votre démarche qui nécessite de rencontrer, de parler de vive voix au président après avoir rencontré le Premier ministre, les religieux, entre autres. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que je disais. Que nous avons donc jugé en plénière, nous avons jugé d'adresser une correspondance de demande d'audience au président de la transition qui doit, à mon sens, nous recevoir dans les heures à venir à l'effet de parler justement de cette problématique de la presse. Nous l'avons compris qu'il y a à travers justement l'ensemble des démarches que nous avons eues à mener depuis la survenue de cette crise, nous avons compris qu'il y a des malaises. Mais le malaise est de part et d'autre. Donc il est important aujourd'hui, en tant que des activités responsables, qu'on puisse se retrouver, parler de vive voix, qui sont répartis sur de nouvelles bases. Ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que de part et d'autre. Je pense que la presse aujourd'hui a besoin justement de comprendre effectivement qu'il y a un signal qui est envoyé et qu'il y a besoin justement de revoir un certain nombre de faits. Mais aussi, de l'autre côté, nous disons qu'il y a des actes qui ont été posés, certainement, qui n'ont pas suivi tout le process en la matière. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de brandir les démarches de quoi que ce soit. Nous voulons juste avoir cette rencontre à l'effet de discuter avec le président de la transition, de construire les structures de l'exercice, mais aussi expliquer un certain nombre de choses. Cela ne remet pas en cause tous les efforts qui sont en train d'être consentis par déjà les entités que j'ai citées plus haut, notamment la primature, la HAC, les prélats, les participatifs
TNT et autres, même les ambassades, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, avaient été servies par justement les associations à l'effet justement d'aider à instaurer ce dialogue. Parce que nous ne voulons pas aller vers un règlement où il prendrait que 2 jours, 3 jours après, nous retombons encore dans les mêmes travers. Il faut impérativement, nous sommes d'accord, puisque la demande a été faite, qu'on se retrouve en professionnel de part et d'autre, qu'on essaie de parler sur cette question aujourd'hui. Il y a un chroniqueur dans ce studio, Alphonse Mara, qui s'interrogeait un peu, est-ce que le Conseil supérieur également de la sécurité qui a été mis en place par le CNRD, où on retrouve les anciens généraux, entre autres, qui composent ce Conseil-là, est-ce que il vous a intéressé aussi? Bon, j'avoue qu'on n'a pas été voir ce Conseil supérieur, mais toujours est-il que nous avons dit toutes les pistes sont bonnes à l'effet de trouver la bonne solution qui arrange toutes les parties. Mais aujourd'hui, la seule vérité, au moment où nous sommes en train de parler, c'est qu'il nous faut sortir de cette problématique, il nous faut obligatoirement trouver la solution, et j'ose croire que le président de la transition fera tout pour que justement, nous leur dit déjà, la lettre va être officiellement déposée au secrétariat général du secrétaire général de la présidence de la République. La lettre va être déposée et nous pensons que le président pourrait éventuellement nous savons son calendrier chargé, mais il pourrait éventuellement nous trouver un petit rendez-vous à l'effet de rencontrer la presse pour parler avant le 3 mai, qui est quand même une date dont le retentissement fait écho sur toute la planète, parce que la liberté de la presse est consacrée et la Guinée est un État qui a ratifié quand même un certain nombre de conventions, mais aussi de traités internationaux qui justement s'alignent dans la même ligne. Donc il n'est pas réalisant aujourd'hui de voir ce qui est en train de se passer. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes blancs comme neige, mais nous disons simplement qu'il faut créer ce cadre de dialogue afin que nous discutions en nombre responsable, trouver la solution tout le monde. Parce que, en fin de compte, le travail que nous faisons, c'est pour le bien exclusif du peuple de Guinée. De l'autre côté, l'information que nous faisons, les enquêtes, que lui-même, d'ailleurs, nous a demandé. Et nous avons aussi reconnu que le président a fait quand même des efforts vers la presse. Il faut le reconnaître. La maison de la presse, c'était la première fois, dès qu'il est venu, quand on l'a demandé, il a dit « Je vous donne une maison de la presse ». Donc, c'est pour dire qu'il y a de l'élan positif. Donc, nous pensons que c'est ce qu'on a envie d'aller rapporter parce qu'il n'y a pas de raison que la presse puisse tirer, comment dirais-je, s'éteigne à jamais. Alors oui, Alassane Sako pour la question. Alors, Monsieur le Président, si on peut le dire comme ça, qui essaye de rencontrer notre président, mais sauf qu'il est le président de la République, on aimerait comprendre, puisque vous avez mené beaucoup de démarches auprès des institutions, des personnes ressources, mais les interlocuteurs directs de la presse, je parle du ministère de l'Information et de la Communication, mais aussi le ministère des Postes et Télécommunications, la RAC, les premières raisons invoquées, c'était des questions de sécurité nationale. Si aujourd'hui, tout doit partir au niveau de la présidence pour trouver des solutions, vous ne trouvez pas qu'à chaque fois qu'il y aura au niveau de nos autorités, parce que ce qu'on nous a fait croire que c'est depuis le départ, que c'est les autorités compétentes qui demandent à la RAC de procéder à des restrictions, à des censures, si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la présidence soit le seul recours pour la presse pour trouver ces solutions-là tant souhaitées? Bon, d'abord, écoutez, moi je voudrais être clair avec les gens. La haute autorité de la communication, elle est consacrée par une loi, c'est une institution de la République. Quand elle pose des actes, quand elle pose des actes dans l'exercice de pouvoir qui ne sont pas alignés avec ce que les lois qui régissent le fonctionnement des médias, notamment la L002, la loi L002 sur la liberté de la presse, il est du devoir du journaliste ou du média concerné, justement, de se pourvoir.
Et nous reconnaissons, et nous l'avons demandé, parce qu'il faut faire un peu l'histoire. Nous avons demandé, lors de notre première rencontre, nous avions demandé ce jour au président de la transition, au-delà de toutes les institutions qui étaient dissoutes, qu'il était impératif pour lui de rétablir illico presto dada, la haute autorité de la communication, parce que c'est la voie de transmission qui va exister entre et nous, les journalistes sur le terrain, en termes d'enquête et autres, le travail qui va être fait. Et c'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, la HAC, c'est notre maison. Nous n'allons pas fuir la HAC. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut être d'accord avec toutes les décisions prises par la HAC. Et chacun de nous doit veiller à ce que ces décisions qui sont prises par la HAC, que ces décisions reposent uniquement sur la loi. Monsieur Camara, vous nous faites savoir aujourd'hui si la RAC, l'une des institutions de la République qui a été maintenue à l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre, c'était l'œuvre de la presse. C'est la presse qui a formulé cette demande au président de la transition pour que la RAC soit maintenue. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis, la première rencontre que nous avons eue au palais avec le président de la transition, avant même la mise en place du gouvernement, ce jour, les associations de presse, les représentants de la presse ont pris la parole. Et nous avons demandé, et même si cette action était arrêtée, je pense qu'aujourd'hui, nous allons encore refaire cette action. Parce que nous ne pouvons pas évoluer en l'État sans la haute autorité de la communication. Parce qu'il faut éviter justement la digitalisation des dossiers concernant la presse. Une espèce placée en amont de cette situation. Donc il faut le comprendre. Je ne suis pas en train de dire que je peux être d'accord avec tous les jugements qui peuvent être faits par la RAC, mais je pense qu'elle est constituée d'hommes et de femmes quand même assez responsables. Et à sa tête, vous avez quand même un certain Bakary Akechiano. Parce qu'on ne peut pas être à la porte à la fois et à la fenêtre. Ce n'est pas possible. C'est soit on veut justement que la RAC fasse son travail, et à ce niveau, si le travail qui est fait, le contenu qui est reproché, qu'on demande et qu'on essaie de faire un travail professionnel, c'est aussi ça. Quand une situation est posée, nous essayons de comprendre le procédé par lequel la RAC est passée pour prendre cette décision. Et nous essayons de comparer cela avec justement le contenu du texte qui régit son fonctionnement, qui est la L013. Et de l'autre côté, vous avez la L002. C'est très important cela. Il ne faudrait pas qu'on continue justement à tirer à boulet rouge dès qu'il y a une décision prise par la RAC. Et nous l'avons dit, oui, moi, je le confirme. Et je devais dire à l'entame de mon propos qu'on n'est pas blanc comme neige, c'est-à-dire dans l'exercice de notre métier. C'est pourquoi d'ailleurs le législateur a mis en place une loi spéciale. Parce que nous savons, le ministère sait que nous sommes des hommes, nous sommes faillibles, donc on peut être amené à se tromper dans le travail. Mais il y a le mécanisme qui est traité par rapport à ce qui est prévu pour ça. C'est pourquoi la loi est là. Si nous étions des hommes infaillibles, il n'y aurait pas eu de loi dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le journaliste peut se tromper. Et c'est-à-dire, l'un des aspects qui magnifie le professionnalisme d'un journaliste, c'est lorsque ce dernier commet fait un travail, un rendu final de son travail, et qu'à l'issue justement de la consommation par la population de cette information qu'il a donnée, il se rend compte qu'il a laissé un certain nombre d'aspects. Il est de la responsabilité professionnelle de ce journaliste de revenir à la charge et de corriger le tort qui a été fait. En le faisant, il a contribué justement à faire de la presse la vitrine d'une république. Et cela, lorsque ça ne veut pas dire que ce journaliste est un mauvais journaliste, ça veut dire au contraire que c'est un professionnel. C'est ce que cela veut dire. Donc, aujourd'hui, l'essentiel pour la presse, oui, disons, il nous faut aller vers ce dialogue qui a été demandé et salué d'ailleurs par toutes les entités que je venais de citer. Je ne peux pas revenir de long à large ce qui nous a été bien donné par chacune de ces entités que je venais de citer en ce qui concerne l'exercice, parce que chacun a sa lecture de l'exercice du métier de journaliste et de l'éducateur. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'aider afin que justement nous puissions sortir de ce carcan et d'aller sur de nouvelles bases et que chacun comprenne ses limites. Nous avons dit, on ne doit pas tomber sur nous comme un filet tombe dans la soupe. C'est-à-dire, on est brouillé, on ne sait même pas qui a brouillé, ce qui n'est pas normal. L'État ne doit pas le faire. Ouais. On ne doit pas nous retirer sur des bouquets de décisions en prétextant qu'il y a la sécurité nationale, si ce n'est pas le cas. L'État ne doit pas le faire. Et de l'autre côté aussi, le journaliste, tout comme le juge, quand il finit de rendre son jugement,
il appartient à l'exécutif d'exécuter. Quand un juge rend une décision, il se dessaisit de son jugement. C'est fini. Quand il rend son verdict, c'est fini. Donc le journaliste, quand il finit son enquête, et que tu rends public ton enquête, tu as fait ton devoir. Tu as fait ce pourquoi D'accord. D'accord. Oui, autre question, Caps. Alors monsieur Camara a une série de questions, notamment 3 en une. La première, justement, c'est de savoir, à l'entame, justement, de ces recherches de solutions-là, les associations de presse ont rencontré les religieux qui ont promis de vous revenir. Est-ce qu'ils sont revenus vers vous et qu'est-ce qui a été dit? C'est ma première question. La seconde question, aujourd'hui, les médias sont en train de traverser des situations... Je n'ai pas compris la première question, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris vous êtes au début, à l'entame de cette crise, vous avez rencontré les religieux qui vous ont promis de vous revenir. Vous sont-ils revenus? C'est la première question. Il va aller avec la deuxième. Alors la deuxième, c'était de savoir justement qu'aujourd'hui, les médias traversent des difficultés économiques énormes. Et aujourd'hui, il se susurre qu'on veut attaquer les médias sous un autre front. Au niveau de la fiscalité, avec les impôts, avec les redevances, etc., ce serait justement les nouvelles trouvailles de nos autorités pour, encore une fois, contraindre et venir rendre la tâche difficile pour les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations de la presse sont saisies de cela et quelle est votre réaction par rapport à ça? Et la troisième et dernière question, justement, c'est de savoir, vous souhaitez rencontrer le président de la transition. Aujourd'hui, il vous demandera forcément, c'est quoi les solutions que vous proposez? Est-ce que vous pouvez déjà partager un certain nombre avec nous? Question d'abord. Effectivement, nous souhaitons rencontrer le président. Je vous ai dit que depuis qu'on a commencé les démarches, il y a eu beaucoup de choses que nous avons entendues, que nous avons noté des conseils, que ce soit au niveau des prélats, les deux éminentes personnalités, Monseigneur Vincent Koulibaly et Maman Sali Kaba, qui nous ont comme également. Et c'est qu'eux-mêmes, ils reprocheraient à la presse. On n'est pas là pour parler de tout ça. Mais de l'autre côté, les facilitatrices, ça a été le même son de cloche. Donc, à un moment donné, on s'est dit, effectivement, nous sommes dans notre droit de faire le travail que nous sommes en train de faire, mais toujours est-il que nous avons besoin de part et d'autre et de temps en temps, de faire des rappels à l'ordre, des rappels à l'ordre dans nos rangs. Parce qu'en le faisant, on aurait envoyé un signal très fort pour dire que non seulement nous sommes des professionnels, mais aussi des gens responsables. Donc, de ce côté, des propositions dans ce sens, pour répondre justement à votre question. Nous avons fait des propositions. Les propositions allant dans le sens du respect strict de l'éthique, de la déontologie, de la loi 002. Si on doit prendre des engagements, et je pense que c'est ce que les autorités demandent, et c'est ce que les autorités pourraient demander simplement, c'est-à-dire le respect strict de l'éthique et la déontologie de l'éthique de métier, et le respect de la loi 002 sur la liberté de la presse et aussi la loi 013 sur la haute autorité de la communication. Donc à ce niveau, je vous confirme effectivement que les propositions sont sur la table dans ce sens et nous sommes prêts à réitérer que nous allons œuvrer. Nous avons parlé entre-temps de la mise en place d'un organe d'autorégulation qu'on appelle une espèce de tribunal des pairs. Parce que, quelqu'un le disait, le tribunal des pairs, ça doit exister dans un pays. Le tribunal des pairs. Même pas seulement au niveau de la presse, hein, dans toutes les professions, que ce soit professeur libéral ou quoi, il doit avoir le tribunal des pairs. Parce que le jugement des pairs est un jugement, comme on le dit, c'est la plus grande sanction. Lorsque les gens qui pratiquent le même métier que toi, et qui connaissent même ce métier mieux que toi, qui l'ont pratiqué avant toi, qui te portent un jugement de sanction ou de félicitations, c'est parce que les deux ont les mêmes pesants d'or. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc à ce niveau, nous avons fait des propositions, nous sommes en train de faire des propositions dans ce sens-là, pour le perfectionnement de notre travail. D'accord. Alphonse Mara, pour la dernière question, monsieur Camara. Pardon? Il n'a pas répondu à la deuxième question. Laissez-lui poursuivre. Il répondait. Je voulais répondre à la deuxième question. Je crois qu'il portait sur... les impôts, la fiscalité, les redevances, entre autres. D'abord, c'est la manière dont peut-être vous avez posé la question. Vous savez, le premier pan de résolution d'un conflit, c'est d'abord la reconnaissance de part et d'autre. Parce que si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un conflit, il y a un problème, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous inscrire dans une dynamique de résolution de ce conflit. D'abord, donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les autorités voudraient se servir d'un tel pan
pour venir tomber sur la presse. Parce qu'en le disant, c'est comme si nous portons déjà une accusation. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui va se poser, est-ce que la presse, nous sommes à jour à ce niveau? Je dirais non, nous ne sommes pas à jour. Pour l'opinion, nous ne sommes pas à jour, mais c'est un fait qui ne débute pas aujourd'hui. Nous l'avons dit, nous avons eu un problème. Vous savez, c'est au fort certes que la liberté de la presse, la libéralisation des zones a eu lieu en Guinée. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions qui étaient là, notamment des partenaires. Donc, on est rentré dans ce nouveau monde en n'étant pas trop préparé. Quand je dis préparé côté des autorités, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé, on n'a pas essayé l'ensemble des aspects qui devraient normalement rentrer en ligne de compte avant justement de permettre cela. Et c'est ce qui a fait que nous avons raté les coches et en Guinée, nous avons un manque criard de la critique de la presse. Et la presse, pour l'opinion, ne vit que des publicités. Il n'y a aucune autre source de revenus au niveau des médias que de la publicité. En Guinée, justement, la culture là, elle manque. Elle manque de façon criarde. Et quand je dis elle manque, c'est parce que même quand vous prenez les plus grosses sociétés en République de Guinée qui brassent des milliards chaque jour, vous ne pouvez pas trouver les montants, c'est-à-dire une communication responsable, c'est-à-dire de ces entités auprès des médias. Quand vous faites la petite comparaison avec la Côte d'Ivoire, vous prenez une société de téléphonie mobile, je ne veux pas citer, quand vous prenez le Sénégal, ce qu'une société de téléphonie mobile peut donner à une radio comme la radio du grand frère Youssou Ndour, un mois, elle peut, cette entité en République de Guinée, prendrait ce montant, non seulement pour une année, pas pour un seul média, mais pour 10 médias. Comment on va s'en sortir? Donc, il y a ce problème. Et les autorités ont justement l'obligation de s'investir dans ce sens-là. Et ce n'est pas que ces sociétés privées. Il y a aussi même les ministères. Chaque ministère est doté, par exemple, ce qu'on appelle un budget de communication. Mais ce budget va partout, sauf la direction de la presse. Donc, toutes les questions aujourd'hui méritent d'être posées sur la table. C'est pourquoi nous disons qu'il est important que le président nous reçoive afin justement de poser toutes les problématiques. Parce que s'il est déjà convaincu la presse, c'est la vitrine, la presse doit aider à la bonne gouvernance. La presse doit aider au développement. Pour aider au développement, pour aider à la bonne gouvernance, la presse a besoin d'avoir une assise. Et l'assise, elle doit être l'assise économique. Vous avez vu ce qui est en train de se passer dans les médias. Lorsque, et vous prenez les grands médias qui sont en République du Guinée, c'est les médias qui sont soutenus par la poche de leur, comment dirais-je, de leur patron, c'est-à-dire du promoteur. Ouais. Le jour la main à la poche pour mettre de l'argent, automatiquement le média tombe. Donc, en ce moment, on ne peut pas parler de médias, on ne peut pas parler de responsabilité. Parce que la responsabilité, d'abord, c'est la prise en charge. C'est la prise en charge individuelle. Donc, à ce niveau, nous avons un réel problème. Donc, aujourd'hui, la question, elle est entière, elle doit être répandue et avec tous les acteurs. C'est pourquoi il faut, et la RPT. Aujourd'hui, il y a eu des évolutions. En République de Guinée, malgré c'est-à-dire le développement, je veux dire, en termes simples, des techniques de l'information et de communication, aujourd'hui en République du Guinée, vous allez prendre la RTT où une fréquence de télé, la redevance est à 150 millions. Pendant que de l'autre côté, dans les cahiers de charge, on vous dit tu n'as pas le droit de faire un émetteur de plus de 500 watts. Et 500 watts, ça se sort pas qu'on a fait. Bien. Il y a toutes ces réalités aujourd'hui. Aboubacar Camara, merci beaucoup et nous souhaitons que la négociation, la nécessité exprimée aujourd'hui de rencontrer le président de la République aboutisse et qu'il vous entende de la belle oreille afin de sortir les médias guinéens de cet enfer. Merci et passez une excellente journée. Et nous allons directement aller en Angola où nous allons parler de cette autre actualité avec cette association d'Africains, en tout cas d'étrangers et d'Angolais sur ce territoire. Oui, je crois que votre question elle est bien pertinente. Et les médias aujourd'hui ont des problèmes. Exactement. Et ces problèmes, parfois, on peut penser que les médias sont responsables du problème qu'ils ont, mais c'est aussi la politique générale. Exactement. Qui ne leur permet pas d'honorer leurs engagements. Exactement. Par moment. C'est une responsabilité partagée. Oui. Et c'était justement le sens même de la question que je posais. J'ai expressement fait de l'amener sur un pan pour l'envoyer. Et heureusement, il a vu une vision générale, globale,
de la question. Et il est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le business model des médias n'a pas été bien pensé depuis le départ. n'a même pas été pensé. Depuis le départ. Il n'existe pas de business model pour les médias. Depuis le départ. Donc c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on est devant une crise et c'est pourquoi, moi, depuis le début, je suis en train de dire que cette crise-là devait envoyer l'organisation des états généraux de la presse guinéenne. Et ça aurait permis justement de pouvoir susciter relever tous ces différents problèmes aujourd'hui que les médias sont en train de connaître. Et il faut le dire, aujourd'hui, les brouillages nous ont amenés vers tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui là. Mais en réalité, avant que même les brouillages n'arrivent, il y avait un problème latent au sein des médias qui, au fil des années, allait pouvoir nous rattraper aujourd'hui au regard de la concurrence en lien avec les médias sociaux qui sont là. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont en train de concourir aux crises qui sont en train d'être créées aujourd'hui au sein des médias. Et c'est pourquoi moi j'entends très bien cela. J'entends très bien. Et quand on parle des problèmes en lien avec la fiscalité, etc., d'abord il faut reconnaître qu'effectivement c'est logique, c'est normal, selon la loi, on doit les payer. On doit les payer. Mais au regard des situations économiques, justement, on est confronté à certaines situations. Bien, oui, Alphonse Mara, oui. On va venir tout à l'heure à la salle. Oui, rapidement, Alphonse Mara. En fait, moi, je crois que si des acteurs de la presse doivent se déplacer pour aller rencontrer le président de la République, il serait judicieux d'aller avec de nouvelles propositions sur l'existence même des médias de la République de Guinée. Les entreprises de médias ne peuvent pas fonctionner comme une entreprise de vente de ciment ou d'extraction des mines. En fait, aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut dire. Le business model médiatique dont Caps parle n'existe pas en Guinée. Il n'y a pas de business model pour les médias en Guinée. Mais chacun évolue ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est l'enfer que traversent les médias. Il faut d'abord faire face à cela pour que vous parliez de votre possibilité de vous prendre en charge. C'est pour cela justement, c'est pour cela justement, j'ai dit que vous êtes en train de vous tromper de débat. En fait, je finis ça. Non, je parle. On ne se trompe pas. On ne se trompe pas. Vous vous trompez de débat. Voici ce qu'il faut comprendre. On va s'écouter. Voici ce qu'il faut. Permettez-moi de placer. Je le cadre. Je te permets d'avoir cette information. Non, mais tu as parlé. Non, il faut lui permettre de développer. Permets-lui de développer. Non, permets-moi de développer. Oui. Vous parlez les problèmes de trésorerie que les médias peuvent avoir vis-à-vis de l'État. Vis-à-vis de l'État. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, dans un premier temps, c'est pas ça. Pourquoi on a été brouillé? Non. Bien, merci. On va accueillir notre invité. De toute façon, c'est un problème entier. Nous allons partir tout à l'heure à Angola.